Chers amis des mots, je vous souhaite la bienvenue sur Sentimentalité, le podcast où on parle émotion, santé mentale et littérature. Je m'appelle Stéphanie Manita, je suis écrivaine et je vous invite à explorer avec moi tout ce que ce mélange peut donner auprès de mes bouquins ou de mes invités. C'est parti! Sur Sentimentalité, le jeudi 17 avril 2025, j'ai reçu la seule, l'unique, la première dans mon cœur, Caroline Blino. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que nous sommes liés au point de nous appeler jumelles. Vous savez aussi combien nous portons en amour ensemble notre passion pour l'écriture. Mais bien au-delà de notre relation, Caroline, c'est une graphiste, illustratrice et écrivaine de talent. En 2017, alors qu'elle dessine déjà, son premier roman paraît aux éditions Nanachi. Sa trilogie, Les Pierres écarlates, dont le tome 1 s'intitule alors Les Confessions de Barbe Bleue, mêle habilement histoire, magie et complot dans un bassin de personnages aux vies pas faciles du tout. Depuis, elle a auto-édité d'autres projets, notamment des nouvelles, participé à des anthologies ou recueils collectifs, sorti un autre roman en maison d'édition et elle a bien sûr lancé son activité indépendante. Elle propose à ses adelphes auteurices de la mise en page, des couvertures, des jaspages, des illustrations, bref, elle donne un visage à nos écrits pour notre plus grande joie. Tout ça sans jamais arrêter d'écrire puisque l'un de ses romans s'apprête à sortir aux éditions Eldercraft. C'est donc avec un immense plaisir que je vous présente Caroline aujourd'hui, surtout parce que nous allons parler de deuil. Non, ne partez pas tout de suite. Notre discussion traite certes d'un thème difficile, mais nous abordons en douceur comment Caroline a réussi à utiliser l'écriture comme moyen pour traverser la perte de son grand-père, de son chat d'âme coquelicot et d'autres étapes de son existence. Vous allez voir, ça va être passionnant. On y va ? Magnifique. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Parce que c'est toujours... Avion, carrément. Ouais, c'est toujours dans ces trucs, dans ces moments-là. Ça sonne. Quelqu'un qui m'appelle. Bah oui, toujours. Penser. Bon, alors, a priori, on est prête ? Yay! Si mes chats ne font pas les boulets de canon à rentrer dans le bureau, ça devrait aller. Chérie va rentrer aussi, mais je lui ai dit que j'étais avec toi, donc il ne va pas allumer la PlayStation, parce que tu te rappelles, il y a eu des problèmes de connexion. Peut-être pas avec ton groupe, si, il y avait eu. Avec mon groupe. Ah non, avec le groupe. Enfin, j'ai vu la conversation après. C'était insupportable. Bref. Donc, tout est OK. C'est parti. Je suis stressée. Stressée. Enfin, je stresse avant, puis après, mais pas pendant. Bon, alors on y va. Bon, c'est juste que c'est le premier, alors Bah, je t'inquiète. me mets dans l'ambiance. Mais avec toi, c'est facile. C'était le but. Bon, c'est parti. Alors, j'ai pris mes petites notes. Là, on y va. Bonjour ma jumelle. Comment tu vas en cette fin de journée? Je suis un petit peu fatiguée, mais comme toi, je crois. Voilà, je crois qu'on a toutes les deux passé une nuit pas très terrible. Hein. Non, pas très terrible du tout. Regarde mon plafond comme ça. Et si j'avais dit ça? Et si je pouvais dire ça? C'est ça, j'ai refait des mails dans ma tête. Voilà. Bon. On va essayer de ne pas se transformer en zombie pendant l'interview. Du coup, on est là, comme tu le sais, pour parler santé mentale, émotion et écriture. Vaste programme. Je ne sais pas si 1 heure va suffire, on verra. Et comme je t'ai déjà présenté en off et qu'on reviendra sur tes actualités, tes projets à la fin plus précisément, j'aimerais te poser ma première question. En toute sincérité, puisqu'on va être de toute façon en toute sincérité du début à la fin. À ton avis, pourquoi j'ai pensé à toi sur la thématique du deuil et de l'écriture cathartique? Parce que tu ne me connais que trop bien, que nous nous écrivons depuis des années absolument tous les jours. Rare exception, hein, j'ai pas souvenir qu'on se... Disons que ça serait dû un peu pendant les vacances, mais... Oui, mais il y a toujours un message. Quoi qu'il en soit, je pense que tu me connais tellement bien, tu connais tout de ma vie et de mon processus créatif du coup. Et
comme le deuil m'a traversée il n'y a pas si longtemps que ça, par 2 fois, je pense que c'était, le sujet le plus percutant que l'on pouvait peut-être avoir dans un premier temps toutes les 2. C'est vrai. C'est vrai. On y a pensé tout de suite d'ailleurs. Je voulais d'ailleurs préciser un petit peu la question. Selon toi, parce que honnêtement, j'ai pas cherché la définition et il y a plein de gens peut-être qui savent pas ce que ça veut dire cathartique, mais je voulais pas faire une description très scolaire. Donc je voulais avoir toi, ta définition selon toi. Qu'est-ce que c'est l'écriture cathartique justement? L'écriture cathartique, si je devais résumer ça, très simplement, c'est, une écriture libératrice, d'un sentiment très particulier ou plusieurs d'ailleurs et là, en l'occurrence, le deuil. Et toi, c'était vraiment ça dans ton cas? On est vraiment là-dedans? Ouais, surtout en ce moment, ouais. Il y a quelques années en arrière déjà, ça s'est un peu, traduit de manière, assez naturelle et évidente à travers un concours de nouvelles pour peut-être achever sur, on aura l'occasion d'y revenir, hein, sur les 2 deuils que j'ai traversés, mais sur ce premier deuil animal, je l'ai achevé, en fait avec, un concours d'écriture qui s'est donc transformé en un hommage. À ton petit coquelicot. Pour, ceux qui ne connaissent pas Coquelicot, c'était, ma croquette d'amour, mon chat, mon âme sœur féline, que, je n'ai pas quitté, depuis mes 3 ans jusqu'à, il avait 21 ans, presque 22 quand il est parti. Donc, vous imaginez bien, toutes les aventures qu'on a pu traverser ensemble. Et là, je me rends compte en parlant que j'ai été assez ingrate avec mon 2e chat. Voilà. Mais encore une fois, c'est un deuil différent, un deuil animal aussi, un deuil brutal, un deuil qui m'a mise face à une peur, panique chez moi parce que je suis hypocondriaque. Je n'ai pas forcément honte de l'avouer, mais Cora qui avait donc 3 ans, une petite chatte aussi, que l'on a accompagnée, qu'on a récupérée dans une poubelle, voilà pour la petite histoire de Cora et qu'on a découvert au bout de 3 ans qu'elle avait un cancer osseux et que, voilà, on a accompagné jusqu'à la fin avec, le plus de douceur possible. Et le deuil s'est traduit assez différemment puisque j'ai pas eu forcément ressenti le besoin de faire le deuil à travers l'écriture. Ça s'est fait un petit peu au contre-à-rebours. Voilà. Mais on pourra en reparler un petit peu parce que je suis en train de dévier déjà. Non, ça va très bien, c'est très bien parce que dans l'intro, j'ai parlé de Coquelicot justement, mais j'avais pas parlé de Cora effectivement. Donc j'ai parlé de Coquelicot parce que justement, tu lui as dédié cette nouvelle qui m'a bien fait chialer comme voilà. Mais effectivement, c'est une thématique qui revient pratiquement depuis qu'on se connaît. Moi, je t'ai connue avec Les Pierres écarlates, qui aujourd'hui n'est plus publié chez Nanachi, mais tu vas en faire quelque chose, on pourra en parler aussi après. Et quand même, il y a des thématiques de toute façon très fortes dans tes romans et puis dans ton envie de transmettre des messages, etc. Bien sûr, il y a l'histoire, bien sûr, il y a le côté prenant de l'aventure, de l'action, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'émotions très très fortes. Tes personnages envoient des vertes et des pas mûres. Et du coup, j'ai senti quand même, déjà qu'avec cette nouvelle sur Coquelicot, tu avais basculé un peu dans un registre plus personnel déjà, vraiment, où tu t'es mise à nu avec cette nouvelle. En tout cas, j'ai eu l'impression de me rapprocher encore de toi. Et puis, avec le projet dont on va parler un peu plus en avant, même s'il est en cours d'écriture, parce que c'est à partir de ce projet qu'on a discuté justement de la thématique un petit peu de l'écriture cathartique. J'ai encore, avant de passer dans le sujet très précis et parler de ce projet-là, je voulais te demander aussi quelque chose par rapport au podcast Sentimentalité directement, parce que je ne me rappelle plus si tu t'étais déjà fait interviewer, mais je pense, parce que tu commences à avoir un sacré background d'écriture, donc tu as dû avoir déjà fait tu avais fait des interventions, masterclass et tout ça. Ouais. Mais est-ce que tu avais déjà été invitée pour des interviews, tout ça? Ouais, 2 fois. Une première fois, sur une radio féministe, qui n'existe plus et 2e fois à travers, Moody,
Caroline Vicacco, qui, en fait, a été le lien de toutes les deux, si je ne m'abuse, finalement, quelque part. Alors non, c'était à partir de... Mais elle connaissait aussi, la personne qui nous a présenté connaissait aussi cette personne. Effectivement. Mais oui, j'ai été interviewée par elle sur la thématique du jeu de rôle au roman. Ah voilà. Et c'est là que tout a découlé sur les conférences que j'ai données derrière après. C'est juste. Et du coup, je me suis dit quand même que par rapport à la thématique, par rapport au fait qu'on va dans l'intime sur ce podcast, et en plus tu es ma première invitée, donc je suis ravie. Déjà, je te dis merci de m'avoir dit oui, de m'avoir offert ta présence aujourd'hui. Mais je me dis aussi, et on en a parlé un tout petit peu avant dans la journée, que ça pouvait quand même sous-tendre à de l'angoisse un petit peu cette thématique, ou en tout cas au moins à une exposition. Tu vois, c'est pas juste on va parler de tes livres et puis parle-moi de ton processus d'écriture. Là, on va vraiment dans les tripes, dans ce que ça te fait, etc. Et du coup, ma question, c'était surtout, je me demandais pourquoi est-ce que tu m'as dit oui, au-delà du fait qu'on s'entend très bien. Alors déjà, je vais reprendre les choses dans l'ordre. Je voulais te remercier aussi de m'avoir invitée et de m'avoir fait confiance. C'est rigolo parce qu'on parlait de Caroline tout à l'heure, il y a 2 secondes, mais à chaque fois que je faisais les ateliers avec elle, il y en avait un running gag, c'était que j'étais toujours la première à passer. Voilà. Mais ça me va très bien, c'est très rigolo. Je vois qu'il y a une espèce de récurrence. C'est marré. Et je pense que c'est notamment pour ça, sur l'attrait de la nouveauté, pour t'aider toi surtout. Et puis parce que je pense aussi que c'était le moment pour moi de m'exprimer sur ce sujet-là, très particulièrement. Ne serait-ce parce que c'est en cours d'écriture. C'est quelque chose que j'ai traité aussi de mon côté intérieurement. Mais grâce à toi aussi de pouvoir le partager un peu. Maintenant que j'ai été dans ma phase ours. Maintenant, je trouve ça intéressant peut-être de libérer la parole et de faire en sorte que les autres ne se sentent pas seuls face à un sentiment aussi puissant, en fait. Donc, opportunité aussi. C'est pour ça que j'ai dit oui. C'est très généreux aussi. C'est pour ça que je te remercie, parce qu'on va vraiment dans des sujets très viscéraux, quoi. Je sais pas, c'est pas juste parler d'écriture, même si l'écriture est magnifique, mais voilà. Ok, donc, pour entrer dans le vif du sujet, allez, c'est bon, ça va saigner. Donc, sauf erreur, cette envie de parler de deuil, elle nous vient du coup, comme je t'ai dit avant, de ton processus d'écriture sur ton projet actuel, dont on peut donner le titre provisoire, peut-être. Oui, La main noire. Et je vais éviter la version allemande parce que j'ai un accent de... On est tous nuls en allemand, tout va bien. Et du coup, avant celui-ci, tu travaillais sur un roman qui va sortir, dont j'ai parlé aussi en off, mais qui va sortir cette année aux éditions Eldercraft. Donc, tu as été un petit moment sur les... Enfin, j'entends vraiment un petit moment parce que tu as carburé comme une jumelle d'écriture sur les corrections éditoriales. Et puis ensuite, tu es passé à une romantaisie culinaire. Voilà, tu voulais, il me semble, un petit projet un peu plus léger. Il me semble que tu t'es vite retrouvée un peu coincée. Et puis, tu as eu, tu me dis si je me trompe, mais un genre d'illumination justement en traversant un peu tout ce que tu as traversé. Et d'un coup, tu as eu l'idée de La main noire. Et puis, une fois que c'était parti, c'était parti. Donc, je me demandais un petit peu si tu pouvais partager comment tu es passé de ce projet de romantaisie culinaire à La main noire. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, quelque chose qui a fait, et quel était cet élément? Ou bien est-ce que ça s'est fait progressivement, petit à petit, tu t'es rendu compte que... Je pense que ça s'est fait sur 2 fronts. Je voulais effectivement commencer un autre projet parallèlement aux corrections éditoriales, et je me suis heurtée à un premier problème, c'est que finalement je suis plutôt monotâche, en tout cas là-dessus. Je voulais vraiment me concentrer à fond sur ce projet-là qui devait s'achever, et qui s'est achevé il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça a été quand même un travail de longue haleine. Et mon cerveau était tellement
à fond encore dans les thématiques de Chrysopea, donc le roman qui va sortir chez Eldercraft, qu'écrire quelque chose de léger, que je voulais léger, ben j'ai pas réussi parce que j'ai été confrontée à déjà des thématiques fortes, donc j'arrivais pas forcément à me détacher sur la réécriture de ce roman-là. Et d'un autre côté, ça concordait aussi avec le décès de mon grand-père. Et quand même, cette romantaisie-là, je voulais quand même tenter. Donc, j'ai posé les premiers mots. J'en suis même à presque 40 000 mots, donc c'est pas rien. Je me suis rendu compte qu'en fait, en tout cas, la première partie du roman, inconsciemment, je l'ai construit comme le roman que là, je suis en train d'écrire. Ça s'ouvre sur un deuil, sur le deuil d'une jeune femme qui a perdu une personne très chère à son cœur et qui a du mal à avancer. Et c'en était à ce moment-là. Mais je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté parce que je pense que j'étais dans une phase déjà transitoire à ce moment-là quand je l'écrivais. Et le léger, j'arrivais pas à écrire quelque chose de léger, à ce moment-là en tout cas. Donc j'ai terminé les corrections éditoriales de Chrysopea pour déjà me libérer une partie de l'esprit et pouvoir peut-être espérer retourner dessus pour favoriser ce côté léger, un peu de romance quand même, aller sur d'autres thématiques. Et en fin de compte, comme d'habitude avec moi, c'est en partie de jeu de rôle que m'est venue l'illumination, et parce que j'avais fait déjà un bon cheminement de deuil de mon côté aussi, et que j'avais avancé. Et je me suis dit, mais mince, pourquoi est-ce que je parlerais pas plutôt de mon grand-père? Pourquoi est-ce que je lui ferais pas un vrai éloge plutôt que de dénoncer juste, je mets des guillemets, le deuil dans un autre roman que je voulais léger. Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que le projet Main Noire se veut quand même relativement léger puisqu'il y a un côté un peu pulp, mais quand même, avoir associé mon grand-père à une figure qui est aussi, lui, un grand-père, avec beaucoup de mon grand-père à moi dedans, ça coulait de source, en fait. Et puis, comme je disais, j'avais avancé dans mon deuil. Et plutôt que de traiter le début de ma romantaisie sur vraiment un aspect très dur, parce que ça venait de se produire et j'avais besoin de lâcher tout ce qu'il y avait à lâcher, et peut-être du coup à faire une partie du cheminement comme ça. Là, comme ça va mieux, que j'ai pu réussir à prendre du recul, de m'approprier la figure de mon grand-père dans un projet un peu à la Kingsman, mais à la française, avec des thématiques qui étaient très chères à mon grand-père. Et puis alors là, du coup, je me suis lâchée, parce qu'il aimait énormément les Trois Mousquetaires. Donc je me suis dit, bon, comme Johan, mon cher et tendre, qui a fait le maître de jeu de la partie là, qu'on est toujours en train de faire, et qui m'a donné cette brillante idée de pousser le curseur encore plus loin, ben je me suis dit, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas parler de ce deuil-là, et surtout, encore une fois, comme avec ma nouvelle sur Coquelicot, pourquoi ne pas aller encore sur l'hommage plutôt que de parler de deuil. Voilà. En tout cas, l'effleurer en début. Ouais, ce que j'entends, c'est que dans la romantaisie, en fait, c'était un peu le point de départ de ton héroïne, avec ses difficultés à traverser le deuil. Et puis après, tu partais peut-être sur d'autres choses, effectivement, sur une thématique plus légère où finalement, comme tu le dis, ça allait être survolé. Et peut-être que La Main Noire, bah oui, il y a quand même de l'humour, il y a quand même plein de petites références et tout ça, et tu t'amuses énormément à l'écrire, mais on est plus, comme tu l'as dit, dans une vraie incarnation finalement de personnage. C'est ce que j'entends, hein, parce que ce projet-là, je ne le lis pas, je vais le bêta-lire, mais je ne le lis pas en cours d'écriture. Donc, j'ai absolument aucune idée de comment tu aménages tout ça. Mais ce que j'entends, c'est que vraiment, au lieu de
d'en faire comme un processus, ton processus en fait, que tu avais traité dans ta romantaisie au début, et ben tu continues finalement à faire exister ton grand-père dans ton œuvre à travers autre chose que traverser quelque chose de difficile en fait. C'est ça. Vraiment des clins d'œil, des choses que vous avez partagées, des choses qu'il a aimées, tout ça. Et ouais, tu l'incarnes comme un roleplay en fait finalement. Tu l'incarnes, tu te mets dans sa peau finalement un petit peu. Ouais, c'est souvent le point de départ de tous mes romans d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours. Du coup, on va pas renommer le podcast Deuil chez Germain, mais ouais, il y a quand même un fil rouge chez moi, c'est vraiment l'interprétation de tout ça en jeu de rôle. D'aller dans la peau des personnages. On pourra faire un autre épisode dans quelques temps sur le jeu de rôle. Chrysopéa, ce n'est que ça. Donc, voilà. Donc, pour une maison d'édition qui, à la base, éditait du jeu de rôle, j'ai envie de dire que la boucle est bouclée. Exactement. Justement, par rapport à ce processus et par rapport au fait que tu fais un véritable hommage de ton grand-père là-dedans, pendant ton processus, même si je ne sais pas ce que tu écris, tu me partages quand même des fois un peu tes états d'âme et tout ça. Et tu m'avais même dit qu'à certains moments, mais ça c'est un peu un point commun qu'on a, c'est-à-dire qu'on vit notre roman quand on l'écrit. Donc il y a des moments où on rit, on pleure, voilà. Et donc tu m'avais parlé de moments où c'était particulièrement difficile d'écrire certains passages. Alors peut-être plus trop maintenant, mais en tout cas au début, je me rappelle que tu m'avais dit qu'il y avait même un passage où tu n'arrivais pas à l'écrire, tu étais bloquée. Ouais. Est-ce que tu arriverais à nous redire à quoi c'était dû exactement? Est-ce que c'était parce que tu n'étais encore pas tout à fait à la fin du deuil? Est-ce que c'était plutôt une question technique de l'écriture? Qu'est-ce que tu crois qui a bloqué à ce passage-là? Il y avait peut-être un peu des deux, en fait, si je devais être parfaitement honnête. Il y avait un blocage d'écriture parce que j'avais terminé un énorme travail sur Chrysopéa. Il faut quand même dire que ça m'a pris 4 ans en tout et pour tout. Donc, la peur de se dire, punaise, j'arriverai jamais à réécrire un truc aussi bien, ça fait un peu prétentieux dit comme ça, mais vous aurez compris. En tout cas, un truc aussi abouti dont je suis contente. Ça, c'est bien que je l'affirme aussi quand même. Toi, tu me connais bien. C'est important. C'est important que je me redise que je suis contente de moi. Voilà. Mais donc, j'étais un peu face, pas à un syndrome de la page blanche, mais à cette peur de est-ce que je vais encore réussir à écrire un roman? Et souvent, alors, moi, je me considère à la fois comme une architecte et à la fois comme une jardinière. Donc, je ne sais plus comment on appelle ça, mais je crois que c'est une paysagiste, non? Oui, alors soit il y a paysagiste, soit j'ai entendu jarditecte ou archinier. Ah, ça c'est mignon. Archinier, ça me plaît bien. Parce que je pense que c'est un petit peu de ce qui découle de mon écriture à la base, à savoir avec les forums de roleplay, c'est que j'ai besoin d'écrire pour savoir où je vais. Donc fatalement, quand je me suis retrouvée avec ce nouveau début de roman où je traite de deuil, mais pas sous le prisme de la tristesse, comme a pu le faire mon héroïne en romantaisie, là c'était de la colère. Et la colère, si tu te souviens bien aussi, c'est une thématique très récurrente chez moi. Non pas que je sois en colère contre mon grand-père, loin s'en faut. Mais je pense que j'étais dans ce cheminement de c'est terriblement injuste. Parce que l'émotion monte. Parce que... On est là pour ça. Pour l'émotion. Ouais. Mais je crois que c'était une sorte de colère, de révolte envers la mort elle-même. Et en partie un peu de moi aussi, parce qu'il y a plein de choses, je me rends compte maintenant, que j'ai pas dit à mon papy. Donc, fatalement, il y avait des choses qui étaient difficiles à transmettre et à traduire dans la peau de cette nouvelle héroïne, qui était dans le même état d'esprit que moi et qui en est entre guillemets au même moment que moi, qui en est en fait au même moment que moi, je réalise ça, c'est injuste.
parce que je suis partie sans avoir pu lui dire tout ce que je voulais lui dire. Et elle, c'est même pire que ça, parce que tu me connais. On est bien toujours. Du coup, je te fais un mini spoil, mais concrètement, elle est en colère parce qu'ils se sont quittés fâchés. Et elle a jamais pu lui dire pardon ou s'expliquer, s'excuser, lui dire ce qu'elle avait sur le cœur. Du coup, forcément, ce personnage-là va avoir une forme de colère sous-jacente en elle, qui va conjointement avec le deuil, de fait, faire un fil rouge avec ce roman-là aussi. Mhm. Et ouais, effectivement, il y a des passages qui étaient très compliqués, notamment là-dessus, et qui m'a fait cogiter en disant c'est vrai que je lui aurais bien dit ça. C'est vrai que j'aurais pu quand même aller le voir plus souvent. C'est vrai quand même que j'aurais pu lui dire que je l'aimais plus. Oui, ça vient toujours après, quoi. Et ça, je trouve que c'est le plus dur. Ouais. De vivre avec les regrets. Même si, au fond, je le sais, et je pense pas que ce soit de l'auto-persuasion, qu'il le savait. Mhm. C'était pas quelqu'un... Alors c'est ça qui est drôle, c'est que c'était quelqu'un de très expansif et de pas très expansif. Donc du coup... Une façon particulière de montrer les émotions, quoi. Ouais, il me montrait pas grand-chose. Enfin, ça dépend quel sentiment. Mais en tout cas, c'était un sacré personnage et j'espère que j'aurai réussi et que je vais réussir à transmettre toutes les palettes que moi j'ai perçues de mon grand-père. Donc ça, c'est compliqué. Oui, après, je pense qu'il faut pas forcément se mettre une pression monstre parce que dans les romans, quand on parle de ceux qu'on aime ou ceux qui sont plus là, ben, forcément, on a envie de tout mettre, mais c'est pas possible parce qu'en fait, on invente. En plus, toi et moi, on écrit de la fiction. On n'est pas dans des essais ou bien dans des biographies. Donc, tu vas pas aller comme quelqu'un qui écrirait l'histoire de sa famille. Tu vas pas aller chercher des éléments très précis, aller chercher dans les archives, etc. Ou en tout cas pas dans un but de retranscrire tout comme la réalité, tu vois. Donc, je pense qu'on peut aussi utiliser la fiction comme quelque chose de sympa et se dire, bah ça me ferait plaisir d'en parler. Et si c'est pas tout à fait juste, eh ben c'est pas grave en fait, parce que l'hommage il est là, tu vois. C'est ça. En tout cas, c'est ma psychologie, c'est ma façon de penser par rapport à ça. Oui, c'est complètement ça. Puis du coup, effectivement, là, j'y repense, mais la deuxième difficulté, entre guillemets, c'est le contexte historique. Mon grand-père était plus petit que ça quand il a vécu la Seconde Guerre mondiale, mais il y a forcément des petites touches que je vais remettre à droite à gauche de lui et de cette époque-là, de cette période-là, sur laquelle, bah, du coup, je me suis pas mal documentée. Parce que l'historique, c'est quand même ma zone de confort. Et du coup, il y a toute cette période qui, selon moi, est lourde. Enfin, selon moi, non, c'est une vérité. Elle est extrêmement lourde, extrêmement dure. Et tu as en mémoire un moment où je t'ai dit, là, c'est difficile. C'était difficile aussi parce que j'écrivais un passage qui traite du nazisme. Et je me suis auto-fait une crise d'angoisse. Ouais. Sauf que là, tu vois, c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je veux écrire? Comment je veux l'écrire? C'est quoi le curseur que je veux mettre? Et là, j'allais retomber, entre guillemets, parce que c'est quelque chose que je fais énormément, beaucoup dans le drama, dans vraiment le sentiment pur. Donc là, on allait chialer. D'ailleurs, il me semble que tu as chialé quand même. Mais c'est là où je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux transmettre dans ce roman-là? Alors, une partie, oui. Mais c'est là où je me suis dit à quel point je pousse le curseur du pulp. Et je pense avoir réussi à trouver un équilibre. On verra ça après avec mes alpha lectrices, ce qu'elles en pensent sur la globalité. Mais quoi qu'il en soit, je pourrais pas m'empêcher de faire quelque chose d'un peu sérieux quand même, des passages vraiment sérieux. Donc, je pense les laisser tels quels. C'est cette question-là d'équilibre qui se pose, et aussi dans ce traitement du deuil, là, notamment, à quel point je pousse le truc. Et qu'est-ce que tu dirais qu'il y a justement dans ce passage précis où c'était coincé, où tu te disais, est-ce que j'ai vraiment envie de traiter ça sous l'angle du drama absolu? Est-ce que c'est plutôt l'écriture qui t'a débloqué?
ou c'était plutôt l'avancée dans ton processus de deuil? Je pense que c'est effectivement une réflexion avec moi-même de me dire où est-ce que j'en suis dans ce deuil. Est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre quelque chose qui va être vraiment dur, parce que je sais qu'il y a peut-être une partie de ma famille qui va le lire. Qu'est-ce que j'ai envie véritablement de transmettre? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être du coup difficile à lire, notamment pour mes proches aussi, et du coup pour moi, et voilà les conséquences que ça aura sur le lectorat aussi? Ou est-ce que je traite le deuil, mais de façon plus légère, si je puis dire? Est-ce que je peux à quel point je peux aller dans l'humour, à quel point je peux être subtile parfois dans les procédés d'écriture, dans la transmission des sentiments des personnages, et c'est sans doute quelque chose que je vais devoir retravailler à la réécriture, hein, mais Finalement, il y a eu des moments dans ta romantaisie notamment où tu étais beaucoup moins loin dans l'acceptation du départ de ton grand-père et tout ça. Et là, finalement, même si un deuil, probablement, ça dure toute une vie. J'ai même vu d'ailleurs que ces histoires d'étapes de deuil sur lesquelles on plaisantait juste avant l'interview en off, finalement, ça n'existait pas vraiment. Chacun traverse le deuil à sa façon. Je pense que, comme je te le disais juste avant, je suis une jardinière. Non, c'était quoi le mot? Jarditecte ou archinier? Archinier, c'est celui-là qui me plaisait bien, oui. C'est que j'ai besoin d'écrire pour savoir où je vais. Donc forcément, en fait, j'ai été confrontée à un moment de, à ce moment-là, j'avais quand même plutôt bien accepté, entre guillemets encore, la mort de mon grand-père, et j'avais envie de lui rendre hommage à travers quelques pages, de nombreuses pages, je pense, vraiment dans ce processus-là. Et en écrivant, en fait, je me suis vraiment heurtée à mince. Il y a quand même encore des blessures bien ouvertes. Hein. Donc, fatalement, j'ai mis l'humain et l'autrice ensemble, en fait, à dialoguer. Je me suis dit, bon, je pense que quand même, c'est bien d'avoir un bout de moi et de ce processus de deuil où j'en suis là à cet instant T. Mais d'un autre côté, je me suis posé la question de, à quel point je vais là-dedans ou pas. Et finalement, en me posant la question très simple de qu'est-ce que je veux raconter dans ce roman, ça a penché plutôt du côté de oui, je vais parler du deuil, je vais parler de plein d'autres choses, et surtout j'ai envie d'explorer un côté d'écriture que je n'avais pas forcément eu à faire jusqu'à maintenant, et sortir un tout petit peu de ma zone de confort en testant le pulp, un peu léger pour l'instant, c'est par petites touches, mais en tout cas, pour l'instant, de ce que je perçois du premier jet, c'est qu'il va y avoir quand même pas mal d'humour. On se réjouit. Et tu me diras, mais après, tu verras que sur ce roman-là, et là, ça m'énerve parce que je vais être obligée de te spoiler, mais le deuil va partir assez vite pour le personnage. Et du coup, je te dis pas la raison. Ok. Suspense. Ce que je trouve assez intéressant, c'est aussi de se dire, on n'en a pas parlé, mais parce que tu vois, on peut aussi traiter de l'écriture juste, l'écriture cathartique, au sens pur du terme, c'est-à-dire ne pas aller jusqu'à la publication. Et en fait, j'ai l'impression que pour tous tes projets, en tout cas ceux qui concernent le deuil très concrètement, pour Coquelicot ou pour... d'ailleurs, ça ne s'appelle pas Coquelicot la nouvelle, ça s'appelle Chant du cœur, avec un joli jeu de mots très mignon. Et puis La Main Noire, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'à aucun moment tu te dis « est-ce que je vais le publier ?» En fait, tu pars du principe que oui, tu as envie de partager ça. Et c'est peut-être ça aussi, j'ai l'impression, qui t'aide à mettre le curseur, parce que si tu écrivais que pour toi, finalement, tu pourrais écrire ce que tu veux. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point, là c'est une question qui me vient comme ça, mais jusqu'à quel point cette limite de publication, parce que ça met des limites, mine de rien, ça permet justement de régler le curseur. Parce que justement, si finalement tu écris dans ton carnet, puis que le carnet tu le ranges et tu le montres jamais à personne, tu fais jamais goûter tes larmes à personne, et tu t'en fiches en fait de comment c'est écrit. Tandis que là, tu as vraiment aussi la structure professionnelle. Tu te dis, il faut bien doser le pulp, il faut bien doser le drama,
il faut bien doser le côté historique, il faut que ça tienne la route. Et pareil pour ta petite nouvelle sur Coquelicot, finalement, il y a quand même un processus narratif. C'est pas juste l'énoncement, je sais pas si on dit ça, l'énonciation de de juste ton châtemanque, tu vois. C'est pas, il y a une volonté quand même de publier. Alors oui, et surtout, c'était très vrai pour la nouvelle sur Coquelicot, parce que j'ai répondu à un appel à texte pour un cours de nouvelle. Donc, oui. Mais là, en fait, c'était presque le déclic, ou tiens, parce que la thématique, c'était les chats. Et je me suis dit, c'est à Coquelicot. Enfin, l'évidence, surtout qu'à cette époque-là, j'avais perdu Coquelicot il n'y a pas si longtemps que ça, et j'en avais besoin. Et en fait, je pense que c'était vraiment le destin ou un hasard heureux, entre guillemets. C'était de, aller, en fait. C'était une évidence redoutable de me dire, non, mais je vais... Parce que c'est une autofiction, hein, vraiment. Je devrais la qualifier, ça serait d'autofiction. Et c'était, voilà. Et je me suis dit, allez, go, bingo, c'est le moment. Et c'est le moment parce qu'il y avait cet appel à texte-là, mais peut-être que ça aura jailli autrement, et peut-être pas forcément pour être voué à publier. Mais là, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et pourquoi c'est le moment ? Parce que la thématique me parle, et parce que c'était important pour moi aussi de transmettre à autrui qu'un deuil animal pouvait être semblable, était semblable à celui d'un humain. Donc il y avait quand même une volonté de partage derrière, toujours, en fait. Et c'est ça qui change d'un projet à un autre, c'est est-ce que effectivement j'écris pour moi, ou est-ce que j'écris quand même un peu pour les autres. Mais moi, à titre personnel, j'écris d'abord pour les autres, pour donner quelque chose, et pour pouvoir le partager. Et vraiment, souvent, c'est dans cette volonté de dire vous n'êtes pas seul, en fait. Ou même moi-même me dire peut-être que ça parlera aussi à quelqu'un, et que moi, je ne suis pas seule. Donc, il y a une espèce de réciprocité qui se forme. Et en fait, en réfléchissant bien, je crois pas que j'ai déjà eu affaire à une écriture où je me suis dit non, mais ça, je ne vais pas publier. Je vais le garder. Toujours cette envie-là, de base, de dire c'est pour aller vers l'extérieur, quoi. C'est ça, ouais. Même s'il y aura effectivement souvent beaucoup de moi dedans. Il y a toujours beaucoup de moi dedans. Mais je pense que c'est un parti pris. J'irais peut-être même plus loin, mais ça, c'est mon avis. Je pense qu'on ne peut pas écrire sans émotion, sans vouloir transmettre quelque chose. Sinon, je vois pas bien le propos. Disons qu'après, il y a tous ces processus. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a tous ces processus, tu sais, d'écriture automatique, journaling, qui donnent quand même un sens à l'écriture. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que c'est pas pour rien qu'on est jumelles d'écriture. Moi, j'irai pas jusqu'à dire que j'écris pour les autres. J'écris d'abord pour moi, parce que ça me fait du bien à moi. Mais je crois qu'au fond, je te retrouve vraiment là-dessus, il y a cette volonté de dire, en fait, ce message-là, ce que je suis en train de sortir, déjà, je le sors de moi, donc c'est pour qu'il soit posé ailleurs, quoi. Parce que toi et moi, on est hypersensibles, donc c'est vrai que des fois, ça fait énormément d'émotions, énormément de choses à gérer quand ça reste à l'intérieur. Mais aussi de se dire finalement qu'on cherche à partager, à être lu. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur cette réciprocité. Finalement, tu dis ça aux lecteurs, aux lectrices, tu dis ça. Je te donne un truc, viens me dire ce que ça t'a fait, viens me dire ce que tu traverses aussi, quoi, même si on n'a pas vécu tout à fait la même chose. C'est ouvrir le dialogue, en fait, avec les lecteurs. Et en fait, je trouve que c'est absolument formidable, et c'est pour ça qu'en dédicace, à chaque fois, je dis, surtout quand je vends Coquelicot, que le trigger warning, c'est le deuil animal, hein, voilà, et préparer les mouchoirs, vraiment, je suis hyper transparente là-dessus. Mais surtout, à la fin, je dis, n'hésitez pas à revenir vers moi pour dire ce que vous en avez pensé, même si c'est négatif, il n'y a absolument aucun problème. Mais je suis toujours ravie d'échanger, que ce soit autour de la thématique pure, si ça a parlé à la personne, ou à l'écriture de manière générale, en fait.
Mais ça, c'est peut-être le côté ancienne prof. Oui. Un petit côté pédagogique qui est resté. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'au-delà même de donner des leçons ou apprendre quelque chose aux autres, je pense cette recherche de contact, c'est un peu ça aussi que j'ai eu moi avec Corps de l'âme particulièrement, où j'ai traversé des périodes très sombres dans mon adolescence, où vraiment ma volonté en écrivant ce livre, c'était je sais que je suis pas toute seule profondément, je le sais, et dites-moi en fait. Et quand tu as finalement le retour des lectrices qui viennent et qui te disent j'aurais aimé que ça existe. Moi aussi j'ai fait ci, moi aussi j'ai fait ça. Alors bon, il y a un petit côté difficile quand même d'accueillir la parole de l'autre. Voilà mon vécu, parce que c'est émotionnellement, voilà, toujours cette sensibilité, mais d'un côté ça comble en fait ce qu'on essaie de faire, je pense, en écrivant. C'est ça qui est beau en fait. Je trouve que ça boucle la boucle, comme tu disais avant pour autre chose. Je trouve que ça termine un processus aussi, quoi. Ça va même au-delà de la validation en fait du lecteur et juste dire ouais, c'était bien. Ouais, c'est ça. Je recherche, hein, mais après je sais on ne parle pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que je suis particulièrement contente quand on vient me voir et comme toi, pour Corps de l'âme, on me dit ah, franchement, j'aurais trop aimé que ce livre il existe quand j'étais ado. Et pour revenir sur la question du deuil spécifiquement, parce qu'on parle aussi de plein d'autres émotions, mais le deuil spécifiquement, je serais assez intéressée au niveau sensoriel, savoir ce que ça te fait quand tu écris, ce que ça te fait physiquement, ce que ça te fait mentalement, émotionnellement, intellectuellement, d'écrire vraiment sur ce thème-là, parce que ça regroupe en fait le deuil, finalement, c'est plus un concept qu'une émotion. C'est un concept qui regroupe plein d'émotions. Mais qu'est-ce que ça te procure exactement d'écrire déjà, et puis peut-être effectivement de partager par la suite? Alors là, c'est une myriade de choses en fait, hein, comme tu t'en doutes, mais ça va dépendre énormément de la scène sur laquelle je peux être à ce moment-là, mais le deuil spécifiquement m'a amené à plusieurs choses et parallèlement à ça, c'est quand même important que je le souligne, mais j'étais suivie en sophrologie, ce qui me permettait aussi d'avoir des outils hyper chouettes de projection mentale. Et c'est très fort chez moi, je trouve que c'est un outil vraiment hyper chouette et ça me fait me dire, et je fais un léger hors sujet, mais qu'il faudrait que je recontacte ma sophro pour lui proposer je sais pas, une conférence, quelque chose là-dessus, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et tu le verras quand tu bêta-liras ce roman, mais il y a un passage où justement c'est un peu cette revisite d'une séance que j'ai eue avec elle qui traitait de ce deuil. Et du coup, de l'avoir vécu un peu en sophrologie et d'avoir ces outils-là qu'elle m'a donnés pour faire des projections mentales, ça m'a aidé encore plus, comme le jeu de rôle, à me replacer sous différentes formes. Alors je vais m'expliquer. Par exemple, ça m'a permis de me reprojeter quand j'étais enfant avec mon grand-père et de revivre des moments qui m'ont vraiment marquée, souvent de manière positive, hein, d'ailleurs, parce que moi j'étais une petite fille sage, contrairement à mon frère. Bisous Alex, si tu m'écoutes. Moi, je n'ai pas reçu une énorme fessée dont il se souvient encore, tu vois. Mais ouais, ça m'a reprojeté avec beaucoup d'images mentales de lui et de retranscrire ça par l'écriture. Et du coup, là, je vais encore spoiler un petit peu, mais cette séance chez le psy avec ce personnage-là, ça m'a permis de mettre beaucoup de moi dedans et de cette séance-là et de revivre ce que j'ai vécu en séance, à savoir une énorme claque dans la gueule. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Parce que j'avais des passages excessivement heureux avec mon grand-père où je me retrouvais vraiment comme une môme dans ma tête. Et je ressentais énormément de chaleur aussi. Il y a plein de petits détails comme ça qui peuvent revenir pendant l'écriture et pendant que tu te projettes pendant l'écriture. Enfin, limite, à ces moments-là, il y a des moments de transe, tu vois. Tu es là en mode, ouais, tu regardes pas ton clavier, tu fermes les yeux et tu y es, tu retranscris ce que tu as dans la tête. Et souvent, moi, j'avais cette image de mon grand-père où
où j'étais assise sur ses genoux, où vraiment je venais de me réveiller d'une sieste. Et voilà, c'était tout chaud contre lui et il me disait toujours comme ça, là, ah, t'as ton petit cœur qui bat tout vite. Et il me faisait des petits bisous moustaches. Et vraiment, et pendant la séance d'écriture et pendant la séance chez le psy, chez la sophro, j'ai retrouvé cette sensation de picotement du moustache du grand-père. À quel point l'écriture et la projection mentale, c'est infiniment puissant. Ça me noue les tripes aussi, bien souvent, quand je repense à ces moments-là. Forcément, j'ai repensé à des moments beaucoup moins plaisants. Mais voilà, c'est tout autant de souvenirs qui viennent alimenter l'écriture. Et Finalement, ces moments, je pense que ça peut te permettre aussi de vivre le deuil différemment parce que dans le cas de ton grand-père, c'est surtout que quand les personnes arrivent à un certain âge et tout ça, bon, il n'était pas très âgé, ton grand-père, hein, mais disons qu'ils sont plutôt jeunes quand ça se passe. En tout cas, on n'est pas dans le cas de perdre quelqu'un, une sœur ou même nos parents, quoi. C'est une autre génération. Du coup, on arrive quand même à des périodes où il y a peut-être la maladie, il y a peut-être des troubles. Enfin, tu vois, on a aussi, toi et moi, beaucoup échangé là-dessus, des moments où on reconnaît presque pas la personne finalement aussi. Et puis on se dit peut-être au début du deuil que c'est ces moments-là qui vont rester parce que c'est des moments très forts, c'est des moments très durs. Et je pense que c'est moyen, que ce soit la projection ou l'écriture qui amène à la projection finalement, ça permet justement de revivre des moments où en fait c'était bien avec cette personne et puis des moments qu'on a envie de partager parce que je pense que ces moments difficiles, parfois ils peuvent servir à partager quand même quelque chose, des épreuves de vie, etc. Mais au début du deuil, en tout cas, je pense on a plus envie on n'a pas toujours envie de parler de ce qui est moche, quoi. Enfin, en tout cas, pas toujours. Enfin, j'imagine en revivant ces moments agréables, tu peux aussi plus te rattacher, si on reprend ton projet là, des moments rigolos, quoi, des moments tout doux, des moments où finalement c'était bien, comme tu as dit, c'était tout chaud, les bisous moustaches et tout, c'est trop chou, quoi. Donc ça, ouais. Et puis je voulais te poser une question, même si en fait je me sens très connectée à toi quand tu me parles de projection et tout ça, parce que moi je vis comme ça l'écriture. Pour toi, du coup, écrire, c'est vraiment juste le moment où tu écris, ou est-ce que c'est aussi ces projections? Est-ce que quand tu es dans ces projections de visualisation, est-ce que pour toi tu écris déjà ton histoire? Ouais, j'écris déjà l'histoire. Je me projette déjà, mais et c'est en vivant les choses tout simplement, hein, parce que cette scène-là très, très particulier, je l'ai vécue en séance de sophro. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure tu me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu écris juste pour toi? Et c'est rigolo parce qu'à la fin de ma dernière séance, ma sophro m'a dit, je vous invite, quand vous le sentirez, hein, à écrire dans un carnet tout ce que vous voudrez dire à votre grand-père, tout sur le deuil, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas une très bonne élève, visiblement, parce que, encore une fois, c'est pas. Je pourrais écrire. Voilà. Est-ce que je pourrais le faire? Je l'ai déjà fait. Parce que moi, mon grand-père, à la fin, effectivement, je ne le reconnaissais plus du tout. Et non, c'est pas rigolo, encore une fois, mais je suis arrivée au moment où il est parti. Mais le timing, encore une fois, mais avec Coquelicot, c'était pareil. Le timing. Je suis arrivée dans la chambre, ma mère était déjà dans le couloir, hein, je m'en souviendrai toute ma vie, évidemment, hein, et elle me disait, vite, vite, c'est maintenant. Et je suis arrivée, et il est parti, pile quand je lui ai tenu la main. Très, très fort, ça. J'ai été mauvaise élève à ce moment-là, parce que j'ai déjà fait cet exercice-là avant qu'elle me le demande, parce qu'après après tout ça, ça a été très difficile. Et voir mon grand-père mort allongé dans son lit, je crois que c'est l'image, en tout cas pour l'instant, l'une des images la plus percutante qui me restera à jamais gravée dans ma mémoire. Et je pense que déjà, très vite, il fallait que je exorcise cette image-là, et je l'ai passée par l'écriture. En fait, quelque part, finalement, je vous ai menti, j'ai écrit quelque chose de profondément personnel qui n'est pas pour vocation d'être publié, parce que j'ai écrit une petite lettre qui se trouve encore
sans doute décomposé depuis, mais j'ai écrit une petite lettre à mon grand-père que j'ai glissée dans la poche de son manteau, dans son cercueil. Sachant que, pour la petite histoire, mais désolée d'avance pour les détails un peu glauques, mais j'étais la seule de ma famille à pas réussir à rentrer pour un dernier au revoir. Et c'est quand mon frère est sorti et qui m'a dit « T'es sûre ? Franchement, il est bien mieux là que ce que t'as vu à l'EHPAD. » Et là, je me suis dit, j'ai regardé ma lettre et c'est là que j'ai eu la voix de mon grand-père qui a résonné dans ma tête et qui m'a dit un truc du style ça va, c'est bon, c'est pas en sucre. Je sais plus ce qu'il me disait exactement. Je sais plus ce qui m'est venu exactement, mais sans doute quelque chose de moins soutenu. Et donc du coup, en fait, c'est cette phrase un peu rigolote que je m'en souviens, mais que je vais pas dire ici, qui m'est revenue, qui m'a donné l'élan d'aller lui dire au revoir et d'aller glisser ma petite lettre dans sa poche. Et là a débuté l'exorcisme de tout ça, en fait. Et donc oui, finalement, j'ai écrit rien que pour lui, pour moi, mais pour lui surtout, même si bon, peut-être qu'il le lit là où il est, je ne sais pas. Mais voilà, et je pense que j'ai perdu un peu le fil de mes pensées, parce que la question initiale, c'était, rappelle-moi. Il y avait une question très large qui était qu'est-ce que tu ressens quand tu parles du deuil, quand tu écris, mais je crois que tu as répondu. C'est un mélange de tout, et puis il y a vraiment ce truc aussi de... je perds mes mots aussi avec l'émotion, mais il y a vraiment ce truc, ce lien entre l'écriture, la visualisation. Enfin, je t'ai demandé en fait si finalement c'était déjà de l'écriture quand tu visualises. Et en fait, l'écriture permet, de ce que j'ai compris aussi pour toi, de visualiser. Enfin, j'entends, il y a des scènes que tu écris, tu te dis, tiens, ben, je vais revivre ce moment, en fait, je vais l'écrire, et puis ça va me permettre d'exorciser, comme tu disais, certains moments, certaines émotions, certaines images aussi qui nous marquent profondément. Et puis, c'est ça qui est super beau avec l'écriture. Moi, je suis à nouveau très connectée avec toi sur ce plan. C'est presque spirituel, quoi, à un certain niveau de voir combien ça s'ancre tout ça en nous, et ça nous permet ensuite de transmettre. Et puis, de manière plus factuelle, on peut dire aussi qu'avec l'expérience, puisque tu écris depuis perpète, qu'avec l'expérience aussi, tu sais mieux retranscrire, je pense, en mots pour les autres ce que toi-même tu as ressenti, ce que toi-même tu as vécu, et dans une optique de partage. Au début, évidemment, ça sort comme ça sort. J'imagine aussi que la lettre que tu as écrite à ton grand-père, c'est pas la même dynamique, tu vois, qu'un roman qui est destiné aux autres. Enfin, il y a tellement de facettes de l'écriture, c'est ça que je trouve beau, en fait. Effectivement, ouais. C'est vrai que c'est plutôt chouette d'avoir cet outil-là. Et je t'ai fait pleurer ma jumelle, je suis désolée. Non, pas du tout, je ne pleure pas. Mais non, mais voilà, oui, effectivement. Non, c'est un bel outil, l'écriture, en fait. Si on devait résumer un peu la thématique de ce podcast-là, on peut pas forcer, hein. Regarde, ma sophro m'a redit d'écrire tout ça comme je l'ai écrit dans la lettre avec mon grand-père. Et finalement, je suis mauvaise élève et j'écris un roman à la place. Quelle mauvaise élève. Mais ça reste quand même un super outil qui est facilement accessible à tout le monde. Et après, chacun traite son deuil différemment. Mais c'est vrai que passer par l'écriture, ça permet en fait de se recentrer et de pas se recentrer sur quelque chose qui a été négatif, et de rester accroché à cette image de son grand-père qui va certes jamais nous quitter, mais qui, grâce à l'écriture, à la projection mentale que l'on a pendant les sessions d'écriture, permet de vivre ça autrement et de refaire rejaillir les beaux moments. Oui, et puis je pense qu'il y a vraiment cette dimension de distance, parce que vraiment, il y a le geste qui s'ancre. Alors même si les romans, on les écrit à l'ordi maintenant,
il y a ce truc de je pose ailleurs qu'en moi tout ce que je ressens et ça sort en fait. Ça sort de nous. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais ça veut juste dire que ça peut. Tout est possible quand c'est dehors en fait. Tout est possible. Tandis que quand c'est dedans, bah, soit tu peux te laisser dépasser par tout un tas d'émotions, surtout quand on est hypersensible. Tu peux te faire envahir par le stress, tu peux te faire envahir par justement beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses comme ça, et puis bah, surtout par la tristesse. Enfin, ça peut être un sentiment infini de tristesse duquel tu n'arrives pas à sortir, tandis que si tu la poses sur le papier ou sur l'ordi, ça sort. C'est pas comme si ça t'appartenait plus, mais disons que tu as plus de liberté, je trouve, pour en faire ce que tu veux. Oui. Donc, soit effectivement, t'en fais une lettre intime que tu transmets à ta famille qui reste ou bien à la personne qui est partie. Il y en a qui brûlent ce qu'ils écrivent aussi. Il y en a qui, enfin voilà, comme tu l'as dit, je pense que chacun gère à sa façon, mais l'écriture a ce pouvoir, si j'ose dire, de sortir les choses de nous pour qu'on puisse les modeler et les vivre avec une autre perspective après, quoi. Et je crois que c'est un peu le point commun de tout ce qu'on a dit là. J'ai l'impression que ce soit pour le deuil animal, que ce soit pour le deuil d'une personne, pour le deuil d'une manière générale, même d'une situation, d'une amitié, finalement, de prendre du recul. C'est tout con de dire ça et des fois, ça ne nous parle pas parce qu'on n'est pas dans la bonne phase. Mais ouais, de prendre cette distance et puis de se dire finalement, peut-être que ce mauvais souvenir, je vais en faire quelque chose qui fait partie de moi. Ça fait partie de moi, c'est là, mais de moins traumatisant, de moins... Ou bien d'en faire un beau souvenir et finalement de le transmettre et puis de chercher à partager avec d'autres, quoi. Ouais. Ou ne le garder que pour soi aussi. Exactement. Tout est possible. Les petites histoires qui restent à l'intérieur de nous, c'est très bien aussi. Bien sûr. Et ça fait partie de notre deuil. Enfin, tu vois, chacun de l'intimité du deuil aussi, parce que c'est un processus très intime, très, très interne, mine de rien, même si on partage avec d'autres personnes. Bon, je crois qu'on est arrivé à la fin. Moi, j'ai encore des questions pour toi. Avant qu'on termine du coup sur ces questions phares du podcast Sentimentalité, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de tes actualités, tes prochains événements, tes prochaines parutions, des projets sur lesquels tu travailles? On en a parlé, mais... Et puis nous dire aussi où est-ce qu'on peut te trouver. Comme ça, je mettrai tous les liens en barre d'infos pour que les gens puissent venir te visiter et te parler. D'accord. Eh ben, écoute, on peut me retrouver à peu près partout sur les réseaux sociaux. Je suis vachement plus active sur Instagram notamment, mais je te donnerai aussi mon contact par mail. Je le fais assez souvent avec d'autres personnes qui spontanément sont venues vers moi après pour l'écriture, la lecture. Je ne suis fermée à rien ni à personne. J'aime bien papoter, je suis une grande bavarde. Surtout quand il s'agit de ma passion. Instagram, vous trouverez également un peu ma casquette d'illustratrice et de graphiste, du coup. Et j'y transmets aussi un petit peu mes avancées de projet, mes hauts, mes bas. Et pour les projets, justement, sur lesquels je travaille, où j'ai fini tout juste de travailler, là, récemment, et tu m'as bêta-lu d'ailleurs, j'ai terminé l'élaboration complète d'un recueil, d'une nouvelle d'une 60aine de pages que j'ai écrite, du coup, et que j'ai illustrée également, où j'ai fait la couverture aussi et les illustrations intérieures, en plus de l'histoire, donc du coup, que toi, tu as pu découvrir en avant-première. Une histoire de fantaisie. Voilà. Une histoire de fantaisie avec des inspirations arabes, asiatiques. Voilà, une histoire d'amour, si je devais la résumer comme ça. Et que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec toi notamment, et aussi avec Mérima, si elle passe par là, coucou, qui a corrigé le texte et qui a fait l'objet d'un première épreuve que j'ai reçue il y a peut-être 2 semaines maintenant, que j'ai pu présenter en vidéo. Maintenant que j'ai commandé la version finale avec les dorures. La véritable pie en moi est trop contente. Et du coup, maintenant, j'ai vu
hier matin que ça avait été expédié. Je peux vous dire que je suis comme une enfant attendant Noël. Je vais faire un live d'ailleurs, je pense, pour sortir le nouveau bébé. Mais voilà, ce premier bébé-là que j'ai sorti toute seule comme une grande. Et un autre projet, 2 autres projets là qui vont sortir en maison d'édition. Donc une autre nouvelle où là je me suis absolument éclatée à l'écrire parce que ça sortait complètement de mes habitudes. J'ai écrit un vaudeville, je devais le résumer ça comme ça, où je me suis vraiment bidonnée à l'écrire. Et là pour une fois, vraiment on pleure pas. Enfin je crois pas. Sauf si peut-être de mes blagues nulles dedans. Mais c'est une petite nouvelle qui va paraître dans le recueil Automne ensorcelant, qui va être édité chez Le Chat Noir au mois de septembre-octobre. J'attends encore la date précise. Et à peu près dans le même temps, octobre-novembre, j'ai pas encore non plus de date précise, mais la sortie de Chrysopéa, ma fantaisie historique d'inspiration de théâtre shakespearien qui va voir le jour. Je trépigne. Vous n'avez pas été. Nous aussi. Il y a un long processus d'écriture de 4 ans, donc jusqu'à. Tu avais lu une nouvelle. Ouais. Et une nouvelle aussi, parce que c'est né d'une nouvelle à la toute base, effectivement. C'est marrant parce que j'ai lu cette nouvelle et en fait ensuite tu as écrit le roman. Le roman, je ne l'ai pas lu. Mais quand tu as présenté certains personnages, et notamment le chat, le chat, et un personnage très aimable qui s'appelle Saloperie, n'est-ce pas? Et ben, j'étais toute pas perdue en fait, parce que je les ai déjà vus, je sais, je connais leur caractère bien trempé et je suis assez curieuse de voir ce que ça donne en format roman et puis particulièrement dans cette maison d'édition parce que j'ai vu des livres de cette maison d'édition dans ma librairie préférée, alors j'ai trop hâte de voir ton livre à toi dans les étagères. Oh là là, moi aussi, franchement, je trépigne, j'en peux plus. Mais voilà pour les projets les plus neufs. Sinon, vous pouvez retrouver mes autres nouvelles qui ont été publiées dans des recueils, parce que j'ai participé à une époque, 2019 je crois, à beaucoup d'appels à texte. Et j'ai eu la grande joie d'être sélectionnée dans pas mal. Suite à justement à la publication d'une de mes nouvelles, l'éditrice Barbara Cordier des éditions Luciférine m'a proposé d'écrire un roman chez elle pour ouvrir une collection Asie, et d'où est né Shoki, mon petit dernier en date, du coup bientôt plus petit dernier puisque ma nouvelle est sortie, nouvelle illustrée. Mais voilà, si vous cherchez un roman avec une saveur Ghibli, n'hésitez pas. Très, très chouette histoire. Très joli roman en plus et très chouette histoire. Trigger warning quand même, ça traite de harcèlement scolaire, de fait. Notamment, pas que. Surtout qui est très très difficile en Asie et au Japon particulièrement. Je pourrais annoncer aussi que ma première trilogie qui était éditée, comme tu le disais en début, de podcast qui était édité chez Nanachi, s'appelait, puisque ne se rappelle plus comme ça, Les Pierres écarlates, donc très d'inspiration celtique et mythologie légende arthurienne. Cette fois-ci, pareil, comme une grande, je vais le ressortir toute seule. Quand, je ne sais pas encore, j'espère 2026, mais je me rends bien compte là d'avoir fait tout un travail d'auto-édition avec une petite nouvelle. J'ose pas imaginer avec beaucoup plus de pages. Donc voilà. Et pareil, là, je compte me lancer aussi dans la couverture, les illustrations intérieures, donc sacré taf. Et on se réjouit et je suis sûre que ça va être magnifique. Une histoire à découvrir, j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'ai 2 questions pour terminer. C'est déjà fini. C'est hyper vite. C'est passé vite. Ouais. Comment se porte ta sentimentalité après notre échange? Je me sens vachement plus sereine quand même. Après, il faut dire, mais toi tu le sais que j'ai traversé une grosse contrariété. Et empêché de dormir. Empêché de dormir, oui, effectivement. Mais ça, ce sont les aléas du métier, on va dire. Et puis, comme je suis quelqu'un d'extrêmement impliqué, ça a bousculé beaucoup de mes valeurs. Donc, j'ai fait pendant toute la journée, là, aujourd'hui, tout un processus de deuil, justement.
où je suis passée par toutes les phases. Et je crois que là, à la fin, ça y est, nous sommes dans la phase de l'acceptation, où je suis quand même vachement plus sereine, où j'ai pu réenclencher peut-être de manière complètement inconsciente quelques exercices de sophro. Et ouais, je me sens quand même vachement plus connectée aussi à l'écriture. Enfin, ça m'a donné envie là d'aller poser quelques mots sur mon manuscrit que j'ai pas pu faire ce matin du coup parce que forte de vouloir toujours bien faire mon travail, j'étais sur ma contrariété ce matin et du coup je n'ai pas écrit comme normalement je le fais tous les matins. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux sentimentalités en deuil qui nous écoutent? Dur. En fait, non, c'est même pas dur. Ça, c'est très logique. Ça m'apparaît comme une évidence. C'est venez papoter. En fait, je pense que vraiment en parler par n'importe quel biais que ce soit par l'écriture, que ce soit là, en parler avec toi, c'est très libérateur, en fait. Après, ça dépend de comment vous êtes à l'aise. Mais moi, je sais que parler de deuil avec ma sophro, avec ma famille, avec toi, à travers l'écriture, ça a été un moment. Il n'y a pas d'autre mot, très libérateur en fait. Ça permet de lâcher, de libérer, d'être cathartique dans tout ce que l'on peut vivre et puis surtout, de vous dire que vous n'êtes pas seul à traverser tout ça et que c'est complètement normal de ressentir tout ça ou d'être submergé par tout ça. Oui, de passer par toutes ces phases et puis de savoir aussi qu'il y a de toute façon quelqu'un qui est là pour recueillir ses pensées, ses émotions. Et si c'est pas quelqu'un, dans un premier temps, ça peut être l'écriture. Et puis l'écriture peut permettre aussi, justement, de transmettre si vous n'êtes pas à l'aise avec la parole, si vous êtes débordé par vos émotions, comme moi là tout à l'heure, j'étais en train de chialer, je ne pouvais pas parler, ça m'arrangeait bien que Caroline parle. Du coup, voilà, on peut écrire, voilà, c'est un moyen de communication, l'écriture. C'est un très beau message. Venez papoter, c'est très bien pour conclure tout ça. Et c'est quelque chose que je dis souvent, et je le pense vraiment. Bon, merci pour tout, ma chère Caroline, ma chère Limel. Ça m'a fait trop plaisir que tu sois la première. Et je me réjouis de te suivre dans tous tes projets, de refaire appel à toi pour des projets à moi et d'envoyer des gens vers toi et de là-dedans. Et je t'embrasse très fort, j'embrasse toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous avez envie de réagir à l'épisode, il y a l'espace commentaire en bas. Si vous voulez parler à Caroline, on vous laissera ses coordonnées. Si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas non plus. Et si vous avez vous aussi envie d'intervenir dans le podcast, j'ai quelques invités d'avance, mais n'hésitez pas, je suis ouverte à tous les thèmes possibles et imaginables en lien avec les émotions, l'écriture et la santé mentale. Tout de bon à vous et puis je vous dis à tout bientôt entre nos lignes. Attends, je vais couper le... Hop, je peux, voilà, si j'arrête, c'est bon. Oui.